Projet de construction d'une cité à Daguilma dans la commune de Lumbila, le groupe Castor Africa SA ambitionne de réaliser 2000 logements à la Cité de l'Espoir en 3 phases. Il promet achever la construction de 200 logements décents de divers standings d'ici à 3 mois. Ce matin, les premiers responsables du groupe ont constaté l'état d'avancement des travaux sur le site en question. Les images tout de suite. Lutte contre le coronavirus, 1 année et 4 mois après le colloque des anciens chercheurs sur le Covid-19, les chercheurs rendent disponibles les résultats de leurs travaux pour vaincre la pandémie. Les documents ont été présentés à la presse hier dans la soirée. Les détails également dans ce journal. Au Mali, dans la sous-région, la France et ses alliés se retirent officiellement. L'annonce soulage certains Maliens, mais d'autres se posent des questions sur l'avenir du Mali dans la lutte contre l'insécurité. Vous entendrez toutes les réactions dans ce 20h. Bonsoir, bienvenue à cette dernière édition du jour sur Twi TV. Lancé le 24 juin 2021, le projet de construction de la Cité de l'Espoir dans la commune de Lumbila est dans un état d'avancement appréciable. C'est ce qui ressort d'une visite sur le site ce jeudi 17 février, organisée par les premiers responsables du groupe Castor Africa SA en présence des hommes de médias. À terme, il est attendu de ce projet la réalisation de 100 000 logements sociaux au Burkina Faso, dont 2000 à Lumbila. Le constat dans ce reportage est signé Serge Kabouré. Nous sommes ici à Espoir City, un projet de construction d'une cité à Daguilma, un village situé dans la commune de Lumbila, à 15 km de Ouagadougou. Initié par le groupe Castor Africa SA, sur une superficie de 349 hectares, cette cité entend contribuer à l'amélioration du parc national de logements décents et promouvoir ainsi le développement urbain. 7 mois après la pose de la première pierre par les premières autorités, les travaux de construction d'une première phase de 700 logements sont dans un bon état d'avancement selon l'administrateur général du groupe. Aujourd'hui, nous avons fini une partie de la production qui concerne à réaliser vraiment 700 logements conformément à la convention signée avec le ministère de l'Habitat et l'Urbanisme. Et vous avez constaté l'évolution aussi des routes qui sont déjà ouvertes et démarrage des constructions des logements qui est déjà effectif. Sont attendus ici à Espoir City la construction de différentes typologies de logements allant des logements sociaux aux logements économiques de type F3 et F4, des appartements moyens et au standing fonctionnel de qualité. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour les constructions et le groupe Castor Africa SA envisage la livraison d'un premier lot de 200 logements dans 3 mois environ. La première phase comporte 700 logements. C'est sur cette première phase que nous nous attelons à réaliser et sur 7 mois. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons environ une cinquantaine de logements que nous sommes en train d'implémenter. Il y en a qui sont déjà à des niveaux pente, d'autres sont à des niveaux chaînage, d'autres sont à des niveaux de fouille. Vous avez eu le temps de le constater. Du côté du secrétariat permanent de la politique nationale de logement, les travaux sont appréciés et le groupe Castor Africa est encouragé à poursuivre l'accomplissement des actes administratifs. Nous, on est plus à l'aise à venir sur ces chantiers. Voilà. Quand, effectivement, comme je l'ai dit, ces documents tels que les actes administratifs ont pu être établis, mais nous allons encourager le promoteur aussi à continuer toujours à avoir ces différents documents qui restent, tels que la convention de supervision des travaux, avec la direction générale de l'architecture, de l'habitat et de la construction. 21 km de voiries sont prévus dans le cadre de ce projet et sont constitués de voies principales et de voies secondaires. Il faut dire que le projet est constitué de 3 types de voiries. Et voilà, des voiries primaires qui sont un peu plus, dont l'emprise est un peu plus grande, savoir 30 mètres, et des voiries secondaires dont l'emprise est de 20 mètres. Il faut dire aussi qu'on a des voiries tertiaires qui vont permettre une fluidité, une circulation assez fluide dans la cité. Autant d'avancées dans la réalisation du projet Espoir City au grand bonheur des partenaires. La collaboration débute très bien parce que l'administrateur du moins général, M. Zagré, il est très engagé sur le projet parce qu'il est au fait de ces réalités d'assurance-là, puisque ce sont des difficultés qui sont inhérentes même à leur métier.
Situé à 2 km du rond-point de contournement au nord-ouest en direction du nouvel aéroport de Doncin, Espoir City prévoit également la construction d'un centre commercial, d'une polyclinique ainsi que des lieux de culte. Espoir City sera également doté d'une mini-centrale solaire pour une offre énergétique conséquente. Lutte contre le Covid-19, je vous le dis en titre, les anciens chercheurs burkinabés ont produit des documents sur la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Ces livres ont été présentés à la presse ce 16 février, hier donc dans la soirée. Ils ont pour but de mettre en lumière les regards croisés de 3 réseaux d'anciens chercheurs sur la pandémie. Ces anciens chercheurs invitent la population à se procurer les 10 documents afin d'être mieux informés sur la maladie et aussi se protéger contre le mal. Mamitria Nakamabo. En octobre 2020, des enseignants-chercheurs de l'université Joseph Kizerbo ont tenu un colloque sur le Covid-19. Cette rencontre avait pour objectif de partager leurs connaissances sur comment vaincre la maladie à coronavirus. À l'issue des échanges, l'Assemblée a décidé de produire des documents qui permettront à la population de connaître davantage les efforts des chercheurs burkinabés dans la lutte contre cette pandémie. Des ouvrages présentés ce 16 février lors de cette conférence de presse. Ces documents ont pour but de mettre en lumière les regards croisés de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs sur la pandémie. Les 2 grandes parties du premier tome s'intitulent « Théorie des approches et applications » et celles du second tome ont pour titre « Réaction, action et leçons perspectives ». La première grande partie du premier tome des actes du colloque est constituée de 7 textes et la seconde de 7 textes également. Les 2 grandes parties du second tome se scindent respectivement en 7 et en 8 textes. Ces recherches ont regroupé des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et d'autres chercheurs de divers domaines scientifiques. Des acteurs étatiques, de la société civile et des organisations non gouvernementales ont pris également part à la rédaction de ce document. Entre les 2 pôles se découvrent évidemment des médiations constituées par des travaux qui associent, chacun à son niveau, l'exigence de la justification méthodologique et la confrontation avec un terrain. Les actes ici réunis voudraient, en définitive, réconcilier les attentes de la recherche fondamentale et celles de la recherche-action. Ces chercheurs invitent la population à se procurer de ces documents qui sont à la portée de tous. Pour rappel, le colloque s'est tenu sous le thème « Réagir à la pandémie de la Covid-19 au Burkina Faso ». Contribution croisée de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs, mathématiques, sciences humaines et sociales et sciences biologiques et médicales. Parmi les réformes que le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, compte engager, la dépolitisation de l'administration, longtemps considérée comme une gangrène dans la gestion des affaires publiques, occupe une place de choix. Cette volonté des autorités de la transition d'assainir l'administration est saluée par l'administrateur civil Khalifa Rassiri. Mais une question se pose, comment le MPSR pourrait-il dépolitiser cette administration? Le spécialiste en gouvernance locale et stratégie territoriale reste sceptique, mais le faire pour une administration publique burkinabé répond aux exigences des usagers. Michael Toukri. Au-delà de la priorité... Dans son discours de prestation de serment, le président du Faso promet une dépolitisation de l'administration burkinabé. Et les mots sont bien choisis pour afficher les ambitions du MPSR pour l'administration burkinabé longtemps gangrénée par la politisation. Nous allons procéder à une dépolitisation systématique, méthodique et progressive de l'administration publique. Mais que renferme exactement cette notion de politisation de l'administration? C'est le fait de faire en sorte que l'administration perde ses caractères au profit d'un programme, pas forcément écrit, mais d'un programme qui semble mis en œuvre par les hommes politiques, par les partis politiques, par les coalitions politiques au pouvoir.
Khalifa Rassiré, spécialiste en gouvernance locale et stratégie territoriale, rappelle que l'administration publique burkinabé est très politisée, et ce selon les 3 niveaux de politisation. Un handicap dans la conduite des affaires publiques où la question de compétence des hommes et de l'intérêt supérieur ne sont pas souvent mis en avant. Seule l'appartenance politique est prise en compte, explique l'administrateur civil. Dans la politisation administrative, on dit non. On va voir, mais lui là, il semble quand même un peu compatible. Hein. Il est soluble dans notre parti. Quoi. On lui fait des propositions. Et puis, on lui fait de la promotion exceptionnelle. On le remonte en grade pour que les autres voient. La deuxième forme, c'est-à-dire la fonctionnelle. Dans la fonctionnelle, qu'est-ce qu'on fait? On installe des succursales du parti politique au pouvoir, de la coalition au pouvoir, des hommes au pouvoir. On installe les succursales carrément, on implante dans l'administration. Enfin, la troisième, c'est la politisation la plus dure, c'est la politisation formelle. Là, on va plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller jusqu'à organiser même des promotions, des concours, des cooptations pour les hommes qui ont décidé d'accepter l'ingérence de la politique dans l'administration. On organise des concours pour eux spécialement. Dépolitiser l'administration publique burkinabé est plus qu'une nécessité selon Khalifa Rassiré. Mais comment y arriver pour le MPSR? Sur ce chantier de réforme, l'administrateur civil estime que le président du Faso aura du pain sur la planche. Mais d'ores et déjà, Khalifa Rassiré fait des propositions. Je vous ai dit, l'administration renvoie à l'éthos public. L'éthos, ce terme grec l'avait tout dit. C'est vraiment l'éthique au sens ultime du terme. Pour dire que l'administration est le sommet des valeurs, être au sommet des valeurs. Donc il faut dire aux gens, sur un plan éthique, ce que vous avez été avant, je ne veux pas rentrer dedans. Mais ce que vous devez être, c'est ça. Nous, MPSR, ce qu'on vous demande, la droiture, la compétence, ensuite l'éthique professionnelle. Voilà. Et donc le service public, c'est-à-dire l'intelligence du service public, qui est d'abord l'intérêt général et les intérêts spécifiques, sans oublier les intérêts politiques du moment. Un bon cas, c'est tout ça à la fin de l'administration. Face à cette volonté du MPSR de rompre avec cette administration publique burkinabé, pourrait se révéler un serpent de mer. Khalifa Rassiré de suggérer au MPSR de prioriser son action sur la lutte contre les groupes armés. La priorité principale pour le Burkina Faso reste le retour de la paix. Le bloc panafricaniste, à travers sa section Burkina Faso, a animé une conférence de presse ce 17 février. L'organisation panafricaine estime que la prise du pouvoir par le MPSR doit servir à redéfinir les bases de la coopération, surtout militaire, avec les autres pays. Il invite les nouvelles autorités à faire le choix des partenaires en fonction des intérêts du Burkina Faso et à sortir le pays de la domination coloniale. On en parle plus amplement avec Abdouraye Mienye. L'avènement du MPSR est une occasion pour le Burkina Faso de revisiter l'agenda de ses partenaires selon le bloc panafricaniste. Pour l'organisation panafricaine, les nouvelles autorités doivent prendre en compte la volonté du peuple qui aspire à une souveraineté véritable. Les conférenciers estiment que le partenariat, surtout militaire, doit être égalitaire et basé sur les intérêts du peuple. Que nous nous engageons avec des partenaires fiables, sincères et prompts à nous fournir des prestations de qualité pour la libération, la refondation et la reconstruction du Burkina Faso dans un bref délai. Que des puissances comme la France, avec une coopération vieille de plus de 60 ans, fassent une autocritique de leur coopération économique, politique et militaire pour enfin comprendre et constater un certain échec et de conclure que nous devons aller dans une nouvelle dynamique de coopération saine, gagnant-gagnant et sans duperie, et que soit mis un terme au mécanisme malsain de contrôle et d'asphyxie des économies africaines par des techniques machiavéliques et des conventions dolosives qui plombent les ailes de notre tissu socio-économique. En plus de la coopération avec la France qualifiée d'échec, les conférenciers estiment que la République populaire de Chine ne fait pas suffisamment pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Nous n'oublions pas les temps fastes de nos relations heureuses avec la Chine-Taïwan, qui du reste avait promis et commencé à faire convoyer du matériel, dont des hélicoptères de combat et de transport de troupes, à destination du Burkina Faso.
C'est pour cela qu'il paraît comme étant dans l'ordre normal des choses, si ce n'est déjà fait, que nous réclamions légitimement ce manque à gagner à la Grande Chine. Il s'agira plus précisément de demander à la Chine au moins les 3 hélicoptères militaires, du matériel militaire, de la formation militaire adéquate, du transfert de technologies militaires et la formation de nos personnels civils et militaires en langue chinoise. Sur la question malienne, le bloc panafricaniste estime que la force Barkhane a montré ses limites. Après 9 ans de présence militaire française sur le territoire malien, la question sécuritaire demeure un problème majeur. Pour nous, en tout cas, le départ de Barkhane du sol malien est une aubaine. C'est une aubaine parce que, comme Sankara l'avait dit à l'époque, quand il était vivant, parlant du conflit tchadien avec les Goukouni-Wedek, il avait dit qu'il faut que la communauté internationale se retire du Tchad pour que les Tchadiens eux-mêmes se prennent en charge. Et c'est arrivé aujourd'hui, l'armée tchadienne est l'une des armées les plus performantes. Le Mali aussi va faire ses armes, nous allons les soutenir dans cela. Dans la même logique, l'organisation panafricaniste encourage les nouvelles autorités burkinabées à compter sur les compétences nationales pour s'affranchir du joug colonial. Il affirme son soutien pour l'atteinte de ses objectifs et annonce le lancement d'une initiative nationale d'investissement solidaire pour soutenir la lutte en vue d'une indépendance financière. Le mouvement Front de défense pour la patrie, FDP, a tenu également une conférence de presse à Ouagadougou ce jeudi. Objectif de cette rencontre avec les hommes de médias, demander le départ de la France du territoire burkinabé, soutenir le pouvoir en place, les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Ils ont également annoncé leur participation à la marche du 19 février prochain. Les détails de Saint-Ger Kouma et Fatima Tanikima. 14 jours, c'est l'ultimatum donné à l'armée française par le Front de défense pour la patrie FDP pour quitter le territoire burkinabé. Cette organisation de la société civile estime que les actions de cette force militaire sur le sol burkinabé ne sont pas suffisamment concrètes et constituent une menace pour la sécurité intérieure du pays. Par conséquent, elle intime l'ordre à cette force de quitter le Burkina Faso. Dites-moi, il y a quelle amitié qui nous lie, les Occidentaux et puis les Africains? Il n'y a pas d'amitié, c'est une question d'intérêt, c'est de ça qu'il s'agit, qui dépense $1 milliard. Il y a quoi ici? Il y a quelle amitié qui peut permettre aux Français de quitter des milliers de kilomètres, venir nous aider? Parce que non, il y a la menace djihadiste. Ils n'ont qu'à aller en Méditerranée, aller former un bloc là-bas et puis contrer les djihadistes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous, on est responsables de ce qui se passe en Afrique. À l'occasion de la prestation de serment du président Damiba devant le Conseil constitutionnel, des civils ont fait leur apparition en tant que membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Toute chose qui a suscité des réactions au sein de l'opinion publique. Pour cette OSC, l'heure n'est pas à la division, mais plutôt à l'union sacrée des fils et filles du Burkina Faso. Si le président Damiba trouve que les activistes et les politiciens qui sont avec lui ne vont pas lui créer des problèmes, ça n'engage que son excellence. Parce que nous savons une chose, nous n'aimons pas la politique. Et ce que nous voulons seulement, c'est la dignité. Si le président serait digne, on va l'accompagner. Mais s'il ne serait pas digne, ça n'empêche pas à la jeunesse encore de sortir dans les rues pour dire non. Donc nous faisons que observer ce qui se passe. Qu'il y a un politicien, qu'il y a un quoi. Nous voulons la réconciliation nationale. Oui. Le vivre ensemble, oui, c'est notre devoir. Donc on ne peut pas inclure pour le moment quelqu'un. Mais c'est le comportement de tout un chacun qui va l'amener soit à rester, soit à sortir. Le Front de défense pour la patrie met en garde les autorités en place. Il les invite à plus de rigueur et de fermeté dans la gouvernance du pays. Le FDP appelle le MPSR à faire de la lutte contre le terrorisme une priorité afin de restaurer l'intégrité territoriale du Burkina Faso. La Lonabé a encore fait des heureux. Elle a procédé ce jour même, jeudi 17 février, à son siège à la remise des chèques aux gagnants de la nationale des Jeux du hasard. Il s'agit de Lassane Guira et de Kiswen Sidawi Drago, tous deux chauffeurs, et ils ont gagné respectivement 75 millions de francs CFA et 39 millions de francs CFA. La valeur totale de ces deux chèques s'élève à plus de 114 millions de francs CFA. Maxime Chouet Bambara.
Chauffeur de profession, Lassane Guira remporte la somme de 75 589 500 francs CFA après avoir pronostiqué au jeu du hasard. Avec seulement 1200 francs misés sur le 4+1 du 4 février dernier, il reçoit à cette cérémonie son chèque des mains du directeur général de la LONABE. J'ai commencé à jouer il y a environ 3 à 4 ans. Je gagnais souvent 1 million de francs ou 500 000 francs CFA. J'ai plusieurs fois gagné 100 000 francs ou 200 000 francs. La chance m'a vraiment souri aujourd'hui. C'est vraiment une question de chance et rien d'autre. Tout le monde peut jouer et gagner à la LONABE, que tu sois vieux, jeune, homme ou femme. Nous n'allons pas gaspiller notre gain. Je suis chauffeur et je vais utiliser cet argent pour développer mon travail. Parce que je suis chauffeur. Tout comme lui, son collègue chauffeur Kisungin Sida Ouedraogo, qui s'est fait représenter, remporte la somme de 39 112 000 francs CFA. Et ce, après avoir misé 2100 francs sur le 4+1 du 11 février dernier. Du côté de la LONABE, l'on promet rester disponible pour accompagner les heureux gagnants à faire des investissements utiles. Chaque fois que nous remettons des lots aux gagnants, nous leur prodiguons des conseils. Il y a des institutions dont la mission est d'accompagner les différents entrepreneurs. Tous ceux qui ont des projets d'entreprise peuvent se faire accompagner par les structures compétentes. Et nous allons les orienter justement vers ces structures-là. Et vous avez également les établissements financiers qui aussi ont pour mission d'accompagner. Et en tout cas, à notre niveau, nous leur avons demandé de ne pas se précipiter dans les dépenses et de réfléchir mûrement pour choisir les créneaux porteurs dans lesquels ils vont investir. Beaucoup de joueurs sont aux aguets et aimeraient aussi être à leur place et nous pensons que ces exemples de bons investissements vont permettre de faire en sorte que toute la nation entière gagne à travers les différents investissements qu'ils vont faire. La valeur totale de ces deux chèques s'élève à plus de 114 millions de francs CFA. Cette cérémonie de remise des chèques traduit, selon le premier responsable de la LONABE, la volonté de sa structure de répondre toujours à son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso ». Dans une déclaration conjointe, la France, ses alliés européens et le Canada ont annoncé jeudi un retrait coordonné du territoire malien des moyens militaires respectifs. Une nouvelle accueillie différemment au sein de la population malienne. Si certains se disent satisfaits du retrait des forces françaises et ses alliés, d'autres se posent des questions. Je vous propose d'écouter la réaction des Maliens dans la rue de Bamako. L'inquiétude par rapport à cette situation, pour les Maliens, je pense que Barkhane est présent au Mali il y a très longtemps. Donc cet état de fait, depuis leur présence au Mali jusqu'à l'annonce de leur retrait, vous savez, on n'a pas vu d'effet positif sur la sécurité au Mali, sur la lutte contre le terrorisme au Mali. Depuis que Barkhane est là, nous assistons chaque fois à des attaques terroristes, à des pillages, à des tueries par-ci, par-là. Personnellement, je me dis qu'avec ces retraits de la France et ses partenaires de l'Union européenne, on se pose la question, doit-on craindre le pire ou la sécurité sera assurée comme les autorités de la place nous font quoi, avec le soutien des Russes à leur côté, l'avancée des forces armées sur le terrain. Donc est-ce qu'avec ces retraits du soutien, l'accompagnement du service de renseignement, tout le soutien et l'accompagnement européen qui était là avec ces retraits-là, est-ce que nos forces armées, avec leurs nouveaux partenaires, vont pouvoir assurer, sécuriser les zones de conflit, ou est-ce vraiment, devrait-on craindre le pire avec ces retraits, parce que c'est quand même une valeur ajoutée et une valeur de moins quand même pour nous. Je ne suis pas militaire et je ne peux pas trop m'aventurer dans ça, parce que seuls les militaires maîtrisent réellement ce qu'ils sont en train de faire avec le soi-disant Takuba au nord. Donc nous quand même nous sommes des civils et nous souhaitons la sécurité et la sécurisation de nos territoires
Mais en ce qui concerne la collaboration, je crois que c'est les militaires qui peuvent se prononcer là-dessus, si c'est à leur faveur, si ça nous aide, nous les Maliens, ou pas. Un sentiment de satisfaction parce que cette guerre au Mali a trop duré et je pense qu'avec ce retrait, les Maliens auront une liberté. De toute façon, nous avons derrière nous les Russes, l'équipe Wagner, et je pense que ce sera une bonne chose. Moi, je pense que c'est dommage. Hein. C'est dommage parce que aujourd'hui, la France et ses partenaires annoncent de quitter aujourd'hui au Mali. Je trouve que c'est dommage, on ne devrait pas en arriver là. Je pense que ça donne à réfléchir beaucoup. Parce que quoi qu'on dise sur la France là, je pense qu'elle a un rôle à jouer au Mali dans les luttes contre le terrorisme. Ça c'est sûr, on ne peut pas nier ça. Voilà des propos recueillis par Bourema Solo dans les rues de Bamako. Et puis, la France est militairement présente depuis 2013 au Mali, proie des groupes djihadistes qui sévissent aussi dans d'autres États sahéliens. Paris est intervenu pour arrêter la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako et ensuite mis sur pied une vaste opération anti-djihadiste régionale déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. Du déploiement en 2013 jusqu'à l'annonce du retrait en février 2022, je vous propose un retour sur les 9 ans de présence militaire française au Mali. Tout a commencé dans une certaine euphorie début 2013. Les soldats français dépêchés dans le nord Mali parviennent à enrayer la progression des groupes djihadistes. C'est l'opération Serval qui accumule les succès à Gao, à Kidal, à Tombouctou. C'est là que le 2 février, le président français François Hollande est accueilli en héros, en libérateur. Des milliers d'hommes se positionnent dans des bases militaires pour mener dans cette zone désertique des opérations contre les combattants djihadistes. La mission change de nom et devient l'opération Barkhane. À son actif, la neutralisation de plusieurs chefs des groupes radicaux qui essaiment dans la région. Mais cela n'empêche pas la violence de se propager dans le pays. En témoigne l'attentat contre l'hôtel Radisson Blu dans la capitale Bamako en novembre 2015, bilan 25 morts. Les attaques terroristes gagnent aussi les pays voisins du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et si les populations civiles sont les principales victimes, l'armée française compte elle aussi ses morts. Les images de dépouilles rapatriées du Mali marquent l'opinion publique française et contribuent au climat de défiance vis-à-vis d'une guerre lointaine et surtout sans fin. À l'insécurité sur le terrain s'ajoute une instabilité politique qui culmine en août 2020. Le président malien est renversé par une junte militaire. Le nouvel homme fort du pays est le colonel Assimi Goïta qui assoit un peu plus son pouvoir lors d'un deuxième coup d'État en mai 2021. Les relations entre Bamako et Paris se dégradent. En juin 2021, Emmanuel Macron annonce un redéploiement de la force Barkhane, autrement dit un retrait progressif. À l'automne, l'armée française rétrocède les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou, là où tout avait commencé 9 ans plus tôt. Voilà donc, c'était le dernier reportage de ce 23. Très ravi de vous avoir présenté votre journal. On se retrouve demain avec un plus grand plaisir. Bonsoir à vous.